T'imagines, il faut que j'aille sur ma chaîne pour me rappeler d'un film que j'avais mis dans un top. Je regarde trop de films en fait. Alors on se retrouve comme chaque mois pour faire le bilan des films, documentaires, séries que j'ai pu voir le mois précédent, à savoir le mois d'avril pour cette vidéo. Mois d'avril qui, comme l'année dernière, a été marqué du sceau du festival Grindhouse Paradise Festival, un festival de films fantastiques, d'horreur, un peu à la marge, et qui cette année a été une très belle cuvée. Et donc ça, je vais vous en parler durant la seconde moitié de cette vidéo. Mais pour le reste, c'est un peu pareil. C'est un mois qui a été marqué par le film de genre. J'ai vu beaucoup de films qui s'incarnaient dans un genre ou qui mélangeaient plusieurs genres. Bref, beaucoup de bons films dans cette vidéo, des revoyures aussi de films excellents. Donc allons-y. Et je vais commencer par la sortie qui a été assez importante durant ce mois-ci, et pourtant c'était pas gagné d'avance bizarrement, mais il commence à avoir son succès. Je veux bien sûr parler de Sinners de Ryan Coogler, film qui a eu quand même pas mal de promotions et tout, mais qui était un peu voué à l'échec puisque c'est un film qui se base sur un scénario original. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film-là, Sinners raconte comment deux frères jumeaux dans les années 30, entre 30 et 40, reviennent de la grande ville de Chicago où ils ont fait leurs affaires dans la pègre de la ville pour monter une sorte de club de blues et faire leur business dans leur ville natale, dans le Mississippi, je sais plus où c'est que ça se passe. Et petit twist, qui est déjà dit je crois dans la bande-annonce, mais qui de toute façon dit dès le départ du film en quelque sorte, c'est que ce film de gangster, ou alors de rédemption de gangster, va tourner en film fantastique, puisqu'il va y avoir l'avènement de vampires, qui va un peu troubler la fête, l'inauguration de ce club de blues. J'en dis pas plus, il se passe beaucoup de choses dans ce film, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que une des particularités de ce film, c'est que je pense qu'il faut aller le voir en salle, en fait avec beaucoup de gens, ou alors à plusieurs, puisqu'il y a vraiment un caractère festif qui s'émane de ce film, notamment par la bande-son, qui sera peut-être une de mes bandes-son préférées de cette année, puisque il y a du blues tout le long, et ce caractère de mélanger plusieurs genres, parce que je vous ai dit, il y a le film de gangster, il y a le film fantastique, plutôt de vampire aussi, mais par la bande-son, et ça, je m'y attendais pas avant d'y arriver, c'est un pur film musical, pour pas dire une comédie musicale. J'irai pas jusque là parce que les gens ne chantent pas pour expliquer des parties de l'intrigue, mais la musique est plus qu'importante dans l'évolution de la compréhension de ce qui se passe à l'écran en fait. Donc, film de gangster, film de vampire, film musical, c'est aussi une sorte de tragédie un peu romantique à l'ancienne, c'est un film expiatoire, type Django en quelque sorte, puisque je ne l'ai pas dit, mais tout ça concerne la communauté afro-américaine entre deux guerres, donc il y a là-dedans une sorte de revanche qui est faite par nos principaux personnages. J'essaie de pas trop spoiler. Tout ça fait que le film est très agréable, c'est vraiment un très bon moment passé devant, en plus d'être pas trop con dans ce que ça raconte au fond, puisque l'idée principale qui est derrière notamment sa mythologie du vampire à Ryan Coogler, c'est de montrer le vampire comme l'appropriation culturelle, pour faire grossier, mais c'est plus complexe que ça, on va dire plutôt que c'est comment la particularité se dilue dans une masse capitaliste. Je fais ça très largement et très rapidement pour pas perdre trop de temps. Mais le gros problème, c'est que c'est foutrement mal raconté, quoi. C'est un truc de dingue. Dès le départ, j'ai eu du mal à rentrer dans le récit parce que, bien qu'il raconte le départ de chacun des personnages, que dans le scénario, on t'explique les arguments de chacun, leur passé et tout ça, bah, je trouvais ça un peu long, je trouvais ça un peu mal raconté, je comprenais pas où il m'a mené, et il m'a fallu attendre presque pour moi la fin, mais pas la fin normale, mais la fin post-générique, pour comprendre un peu quel était le but de tout ça, et qui me donne envie de le revoir du coup en me disant ok, c'était bien ça ton message, même si c'était brouillé par 36 000 trucs au milieu, c'était ça ton message, ok, j'ai envie de revoir le film avec cet état d'esprit là. Parce que oui, comme on sait pas trop où Ryan Coogler nous balade dans Sinners, il y a plusieurs moments qui sont déceptifs. Par exemple, moi j'y suis allé en me disant « Ah, une relecture du mythe du vampire, super, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir les scènes d'horreur, même j'ai envie de dire les poncifs de ce genre-là, vus par son prisme à lui. » C'est un peu déceptif, je tiens à le dire quand même. Si vous vous attendiez à voir, et pourtant le film en fait référence totalement, à une sorte de Une nuit en enfer bis, ou en tout cas réactualisé, ou passer au crible des thèmes de Ryan Coogler, c'est un peu déceptif dans le côté divertissant.
C'est au point où même quand on est sorti de la salle, on s'est dit que c'était un peu le film de vampire pour les nuls, sur certains aspects. Parce que c'est pas le cœur. Le vrai cœur du film, c'est la musique et la culture, l'art. Et là, je crois qu'il y a un truc intéressant qui se passe. Il y a un truc qui bouillonne dans ce film, qui est, ma foi, mal foutu, quoi. En dehors de ça, l'ambiance est géniale, la photo, elle est géniale. Il y a une séquence au milieu, plan séquence de musique, justement, et qui est peut-être le grand moment de ce film. Ouais, moi, ça m'a pris aux tripes de fou. Et qui montre que Ryan Coogler a vraiment des capacités de metteur en scène pur et dur, de réalisateur, puisque dans cette séquence-là, tout est raconté par le mouvement de caméra, par les outils cinématographiques. J'essaie de pas trop spoiler pour laisser profiter de ça, quoi. Aussi, il faut quand même le noter, c'est que le casting, les acteurs, tous les acteurs et actrices qu'il y a là-dedans sont absolument géniaux. D'ailleurs, il y a cette actrice dont j'ai oublié le nom qui était dans ce film que j'avais adoré sur Netflix qui s'appelait His House, que j'ai retrouvé là et qui est vraiment une super actrice. Hein. Par contre, le choix de Michael B. Jordan qui joue des frères jumeaux, il y a un truc qui dissonne un peu. Il y a un truc où tu te dis, mais je comprends pas trop l'idée. Ça aurait pu être juste deux frères, que ça aurait marché, un peu comme dans Des Hommes de Loi. Je sais plus si c'était ça le nom. Avec Tom Hardy et Shia LaBeouf. Bref, le film est pas parfait, mais genre vraiment, il y a des longueurs, il y a des trucs et tout, mais il y a les quelques fulgurances qu'il y a sont tellement puissantes dans ce film et rarement vues dans le cinéma américain actuellement. Hein. Du coup, ça fait passer d'un cran ce simple divertissement pour être vraiment un grand moment de cette année. Oui, je le dis, un grand moment au cinéma. En tout cas, un grand moment passé en salle, ça c'est sûr. Il y avait une ambiance comme j'avais oublié qu'il pouvait y avoir cette ambiance-là en fait dans une salle de cinéma. Les gens vivaient avec le film, quoi. Voilà, un film festif, à voir en salle, à voir à plusieurs. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y ouvre. C'est pas ton frère. Et autre film de genre, gros film de genre qui est sorti cette année, mais pas en salle, sur Netflix, c'est Revelations, je sais pas si c'est en anglais du coup, de Yeon Sang-ho. Yeon Sang-ho qu'on avait un peu perdu de vue, même si moi j'ai regardé à peu près tout ce qu'il a fait après le dernier train pour Busan, dont j'ai fait une petite vidéo que j'avais quand même repéré qu'il y avait un metteur en scène derrière ça. Bon, le reste de sa filmographie après le dernier train pour Busan avait l'air de contredire mes intuitions par rapport à lui, mais avec ce film-là, Revelations, ça prouve qu'avec un bon producteur, puisque c'est Alfonso Cuarón qui a aidé à la production de ce film-là, je pense qu'il n'y a pas que lui, mais je pense que c'est lui qui a donné la carte blanche un peu à Yeon Sang-ho, eh bien, on voit que c'est un putain de réalisateur, que ce cinéaste coréen, qui est totalement dans la lignée, dans sa mise en scène, je trouve, plutôt de Park Chan-wook, donc de Hitchcock, puisque Revelations est un film purement Hitchcockien, fait de faux semblants, mais de fou, qui est fait de dilemmes moraux qui va te triturer ton intérieur et ton appréciation du genre humain, quoi. Volontairement, j'en parle vaguement, je rentre pas dans le récit parce que je pense qu'une des forces de ce film, c'est de le regarder sans rien savoir. Je pense que là, vous pouvez avoir l'expérience comme on pouvait avoir l'expérience d'un Hitchcock à l'époque où ça sortait et qu'il n'y avait pas vraiment de presse ciné et qu'on savait pas trop de quoi allait parler le film. Il y a un peu de ça dans Revelations où petit à petit on comprend, même si au début on est un peu paumé, on comprend ce qui se passe et il arrive à nous retourner le cerveau 1000 fois pendant le film et ça c'est vraiment... On passe un super moment du coup de ce fait-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir dans l'exploration d'une vraie perversité en fait dans un scénario. Le seul qui arrive à faire ça aussi récemment, c'est plutôt David Fincher par exemple, dans Gone Girl par exemple. J'ai aussi pensé, parce que c'est un peu les mêmes thèmes qui sont abordés là-dedans, j'ai un peu pensé au Silence des agneaux et aussi à Miséricorde d'Alain Guiraudy. Deux extrêmes totales, hein. Et le film n'est pas du tout ces deux films-là, d'ailleurs. Il s'apparenterait d'ailleurs plutôt plastiquement à Decision to Live de Park Chan-wook, qui est un film que j'ai moyennement apprécié, mais qui formellement... Oui, et c'est implacable. C'est quelque chose de très marquant en tout cas. Eh bien, il y a aussi ça dans la mise en scène de Yeon Sang-ho dedans, qui maîtrise complètement son thriller avec des mouvements de caméra, avec des compositions qui te disent on est là-dedans. Et en même temps, il va s'autoriser des petits pas de côté qui sont très poétiques et pourtant nourrissent le scénario, les personnages et tout ça. Voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous parce que j'ai rien dit de ce que disait l'histoire de ce film. En tout cas, voilà. Sachez que c'est un film qui a une réalisation qui n'a aucun temps mort, on ne se fait pas chier une seule seconde, quoi, en quelque sorte, et jusqu'à la fin, on est tenu en haleine de
qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc voilà, allez voir Revelations sur Netflix ou d'autres façons, c'est pour moi l'un des meilleurs films de genre assumés de cette année, parce que vraiment, ça y va à fond. Quitte à parfois avoir des ressorts scénaristiques qui pourraient être un peu abusés. Mais là, bizarrement, ça fonctionne, parce qu'on est dans du baroque, on est dans du genre, quoi. J'ai un énorme problème. En avril, devant la hype totale qui est arrivée jusqu'à moi, je me suis infligé la première saison et un petit bout de la saison 2 de Severance, série créée par Dan Erickson et principalement réalisée par Ben Stiller. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je me suis fait un peu avoir par la hype en me disant bon, il faut pas que je rate ça, et c'est vrai que les thèmes qui à l'intérieur me parlent plutôt, c'est assez intéressant. Non pas le thème du travail et tout ça, quoique aussi ça m'intéresse, mais surtout l'approche un peu Philippe K. Dick de la chose. C'est-à-dire que il y a en effet dans Severance cette idée un peu paranoïaque des choses, cette dystopie qui on ne sait pas quand c'est que ça se passe exactement, quelle année, si c'est un mélange du passé et du futur, avec cette idée de monde inversé aussi, bien évidemment. J'ai presque envie de pas trop spoiler la série parce qu'on en entend beaucoup parler, beaucoup la commentent. Et moi je suis pas un spécialiste de série, mais je trouve que c'est une des séries les plus enthousiasmantes que j'ai pu voir récemment. Bien que je trouve que c'est un peu long dans ses mystères, dans son approche un peu lost en fait de la série télévisée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit bon là t'es opaque, série pour être opaque. Ça aurait été plus intéressant d'aller droit au but et de s'amuser avec le truc. Ce qu'il fait aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que cette série a pas mal de succès, c'est qu'elle va à fond dans le milking, c'est-à-dire dans le fait de tirer tous les avantages d'un sujet que tu as choisi, quoi. Pour ce qui est de la mise en scène, qui est aussi une des choses qui a attiré l'œil de beaucoup de gens, c'est vrai qu'elle est très symbolique, parfois peut-être trop à mon goût. Mais on ne peut pas dire que c'est pas maîtrisé et qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemblerait à quelque chose d'innovant, même si quand on est cinéphile, on voit les allusions et les références qui ont été tirées à droite et à gauche et qui sont upgradées par tout simplement la technique d'aujourd'hui. Mais il y a un truc assez important, moi, que j'aimerais apporter à tous les commentaires qu'il y a sur Severance et tout ça, c'est que je trouve pas tant que ça que la première saison est si efficace que ça. C'est-à-dire que pour mon goût à moi, pour ma façon d'aborder les séries, je trouve qu'on me prenait un poil trop par la main pour m'expliquer ce concept et me le faire avaler, alors que bon, si j'ai commencé à regarder cette série au lieu de regarder les 14 000 autres, c'est parce que je voulais me perdre là-dedans. Et pas me perdre par rapport à des petits mystères à l'intérieur même du projet, mais par rapport au concept principal. Donc du coup, j'ai un peu, pour ma part, trouvé déceptif le fait que l'on voit tout de suite en parallèle l'histoire de ce qui se passe des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise et les inters qui sont à l'intérieur donc de cette entreprise. Je trouve que avoir fait cohabiter ces deux intrigues en même temps, en montage parallèle pendant je sais pas combien d'épisodes dans la première saison, me fait manquer le coche d'un truc qui rattrape en fait au début de la saison 2, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai commencé la saison 2, qu'on ne voit absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, il y a un sentiment d'angoisse et un suspense surtout de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'en fait, à l'intérieur de cette entreprise, c'est un miroir aux alouettes pour quelque chose qui est terrible à l'extérieur, voilà. Parce qu'on va pas se leurrer, ce n'est juste qu'une mise à jour un peu de Matrix, quoi, il faut le dire à un moment. D'où le rapport avec Philippe K. Dick, etc. Moi, je trouvais ça un peu long, du coup, et un peu trop mystérieux, cette idée donc de voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, je vais pas m'attarder plus, parce qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, qui ont des théories, des trucs qui sont très bien, et qui sont super cool à suivre. J'ai pas fini la saison 2, donc peut-être que je vous en parlerai le mois prochain, pour vous dire l'ensemble de mon avis sur cette série. Mais oui, regardez Severance, c'est quand même pas mal. Autre série, je sais pas si on peut appeler ça une série puisqu'il y a que 3 épisodes que j'ai rattrapé, puisque c'est une série qui date maintenant, c'est La Corde de Dominique Rocher.
Alors, vous avez peut-être pas entendu parler de cette micro-série, parce qu'on peut même pas dire que c'est une mini-série, puisque c'est une série qui est sortie sur Arte à l'époque, et qui est maintenant sur Max, je crois. Et moi, j'en ai entendu parler grâce au podcast Vanishing Point, qui, en parlant de La Nuit a dévoré le monde, film de zombies post-apocalyptique assez intéressant français, qui était sorti en 2019-2020, ont déroulé ce qu'avait fait donc ce réalisateur en court-métrage et aussi en série. Et le sujet de la corde m'a intéressé, donc je me suis pressé de regarder ça. Je me suis dit en plus c'est 3 épisodes, donc 3 heures en gros. Et donc le pitch de la corde, c'est que nous suivons une bande de scientifiques très très réalistes qui sont en passe d'avoir les financements pour leur recherche de, comment ils appellent ça déjà, de rebonds d'écho qu'il y a dans l'espace et qui pourrait expliquer la naissance de notre galaxie, et qui, en attendant la bonne nouvelle, attendent. Et dans leur attente, ils font des petites sorties en forêt finlandaise, et c'est là où 2 de nos personnages découvrent une corde en plein milieu de cette forêt. Ils décident de la suivre pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et elle n'a jamais de fin. Ils reviennent à leur base, ils ont eu leur financement et tout, ils font un peu la fête, ils expliquent cette histoire-là, et avant de commencer leurs recherches qui leur prendront beaucoup de temps dans leur vie, ils décident un petit groupe dans le groupe, d'aller faire l'expédition et d'aller voir où va cette corde. C'est quand même des scientifiques, ils ont besoin d'avoir une solution au problème. Donc cette série est peut-être pas faite pour tout le monde dans son exécution, parce que je tiens à le dire à l'avance, c'est que c'est un rythme très lent, ça joue un peu bizarrement, on est avec donc un casting multinational, on a de l'allemand, on a du français, on a du québécois, on a de l'anglais. Donc du coup, les niveaux de jeu sont un peu disparates, parfois ça sonne un peu faux, mais c'est un jeu un peu particulier, je tiens à le dire à l'avance. Et donc, rythme lent et principe de, comment dire, science-fiction, surréalisme, un peu bizarre aujourd'hui, puisqu'on est plus proche du réalisme magique. C'est-à-dire que bien sûr, cette corde va être vecteur de symboles tout le long du chemin et va révéler des trucs magiques, quoi, en quelque sorte. Donc là, on est vraiment dans une série qui brouille l'attente du spectateur, puisque, je tiens à vous le dire aussi, vous n'aurez jamais la raison de pourquoi. Et c'est surtout les personnages qu'on va suivre, et ce qui, dans leur relation, révèle comme thème, en fait. On y parle de deuil, de comment être face au deuil, on parle de cohabitation de Eros et Thanatos, ça paraît un peu grandiloquent comme ça, mais vraiment comment cohabitent les énergies de vie, les énergies de mort, en fait, dans nos groupes humains. Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça m'a moi beaucoup plu, mais c'est une série qui peut vraiment être détestable aussi, je ne sais pas. Bref, en tout cas, si le pitch vous intéresse, si l'approche vous paraît pas trop rebutante, c'est une expérience à faire et vraiment un petit truc caché qui est cool, qui est très très cool. C'est quoi cette corde? Elle était peut-être déjà là avant. On n'était pas là hier matin. Elle va jusqu'où, tu crois? C'est quelqu'un qui nous fait une blague. On devrait mener l'enquête. C'est notre devoir des scientifiques. Durant le mois d'avril, nous avons appris la disparition de Val Kilmer, qui était déjà très très malade. Il avait eu un cancer de la gorge qui lui avait enlevé complètement sa voix. Et conséquence ou coïncidence un peu étrange, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à son documentaire qui s'appelait Val, qu'il avait fait il y a 2-3 ans. Je dis lui, mais en fait, il y a d'autres personnes derrière, mais c'est vraiment une sorte d'auto-documentaire. Puisque la chose qu'on ne savait pas de cet acteur, qui pour ma part hein, a bercé mon enfance notamment par Batman Forever, bah ouais, personne n'est parfait, mais un peu le Batman de ma génération quoi. Mais aussi plus tard par exemple dans Kiss Kiss Bang Bang, qui d'ailleurs dans le documentaire est pas abordé. C'est assez étonnant parce que je trouve que c'est un des films les plus importants de Val Kilmer. Mais bon. Ce qu'on ne savait pas du coup de cet acteur, c'est qu'en fait il avait une espèce d'obsession de la vidéo et qu'il filmait tout, depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un truc assez inouï, unique, qui peut-être sera beaucoup plus fréquent dans les années à venir, mais pour un acteur qui a commencé vraiment au début des années 80, de voir des archives, mais même de lui enfant, jusqu'à la fin en quelque sorte, c'est assez inouï à voir et ça permet de voir l'envers du décor d'une grosse star comme ça, parce que vraiment il y a eu un moment où Val Kilmer c'était bankable de fou, c'était une très très grosse star quoi. Donc voilà, dès le début il y a quelque chose d'extrêmement touchant, puisque comme Val Kilmer a ce cancer de la gorge et a perdu sa voix, c'est son propre fils qui lit ce que lui il a écrit pour ce documentaire pour faire la voix off. C'est un truc
qui est très touchant dès le départ. Et donc, en plus de toutes ces archives-là, du côté qu'il explique chacune des étapes de sa carrière, il y a certaines scènes assez incroyables faites au temps présent où on voit l'enfer de la star hollywoodienne une fois que, comment dire, une fois que son prime est passé. En qui plus est, lui, il est en plus malade. On voit ces conventions bizarres où t'as des Américains en short pantacourt qui viennent faire une queue pendant 2 heures pour se faire signer un pauvre poster. Et ces séquences-là, elles sont complètement ubuesques et horribles à voir, vraiment. Après voilà, je regrette un petit peu que la fin passe vite fait, la fin de carrière de Val Kilmer, un peu comme ça, et notamment Kiss Kiss Bang Bang, qui est un film que je vous recommande et qui est un super film, pour s'attarder un peu plus sur son dernier projet, qui est vraiment une espèce d'arlésienne un peu tristounette aussi, parce que tu sens que c'est pas un bon truc sur Mark Twain et tout, que c'est un peu ridicule et tout. Il y a un petit côté comme ça où c'est un peu longué, cette descente aux enfers, quoi. Un peu. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé par la carrière de Val Kilmer, c'est indispensable de voir ce film. Si vous voulez en savoir plus sur le star system aussi hollywoodien, de comment ça se fait que certaines personnes émergent et d'autres pas, c'est très intéressant. En tout cas, le début est très intéressant. Et voilà, c'est un documentaire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et d'un documentaire sur un acteur, on passe à un autre documentaire sur un acteur, puisque j'ai vu, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça au départ, mais j'étais happé au fur et à mesure que je le regardais. J'ai regardé le documentaire sur Vincent Lindon, qui s'appelle Cœur sanglant. Ça va très bien avec cet acteur-là. Encore une fois, un peu comme pour La Corde, c'est une proposition assez clivante, je le dis d'avance quand même, puisque c'est un documentaire fait sur et par Vincent Lindon en partie, puisque on le comprend au début du documentaire, le réalisateur principal, je sais plus son nom, propose à Vincent Lindon de filmer des trucs au quotidien, ou alors c'est Vincent Lindon qui lui propose ça, je sais plus trop. Et donc en fait, on se retrouve avec une espèce d'interview fleuve de Vincent Lindon faite en fait à divers endroits et divers moments de l'année, qui est l'année où il a été président du Festival de Cannes, président du jury. Et en même temps, on a ces petites vidéos faites à l'iPhone où lui il parle derrière. Et ça fait un truc un peu hybride particulier où on rentre complètement dans la psyché. Et c'est pas sans dégâts ce documentaire-là de Vincent Lindon qui donc expose, mais alors vraiment sans fioriture, sans. Enfin, c'est d'une honnêteté assez terrible. Il nous dévoile vraiment tous ses doutes, toutes ses peurs, toutes ses angoisses, tous ses traumas passés. Enfin, c'est un truc assez éprouvant en fin de compte. Mais si j'ai apprécié ce documentaire, c'est parce que c'est un documentaire, encore une fois, assez unique, comme celui de Val Kilmer, puisque je n'ai jamais vu un portrait aussi comme ça de ce qu'est le métier de comédien, quoi, ou d'acteur au cinéma, plus que comédien d'ailleurs, puisque Vincent Lindon fait vraiment la part des choses dedans. C'est un personnage très radical, hein, on le voit dans le documentaire. Hein. C'est même casse-couille, on peut dire. Mais voilà, sous la forme documentaire du moins, un portrait sans concession comme ça, en plus c'est un autoportrait de la place de l'acteur dans la société, dans l'art, dans la vie humaine, n'a jamais été présenté de cette façon. Jamais personne, jamais aucun comédien, acteur n'a présenté son métier avec autant de noirceur, quoi, faut le dire. Enfin, ça me fait rire parce que ça atteint tellement des sommets de noirceur qu'on est obligé de décompresser en tant que spectateur. Après, ça reste une espèce d'ego trip particulier, mais pareil, il n'y en a pas deux de documentaires comme ça, donc si le sujet vous intéresse, si vous voulez tenter ce truc-là, on est devant quelque chose d'un peu particulier et très touchant, en fait, très très touchant. Ça explique quand même pas mal de choses, hein. Et notamment ce sujet assez profond de qu'est-ce qu'un acteur dans la société, quoi. Lui, il n'en a pas une grande valeur selon lui. Voilà. Le soleil se lève et se couche avec elle. J'aurais adoré trouver cette phrase. C'est une phrase de Val Kilmer à Robert De Niro dans Hit de Michael Mann. Si le film avait eu moins de succès, j'aurais pu faire croire qu'elle valait de moi. J'aurais pu écrire un texto à Cécile en lui disant « Le soleil se lève et se couche avec toi ». Mais en même temps, la plus belle marque de respect pour l'être cher qui partage notre vie, que ce soit un homme ou une femme, c'est justement de ne pas en parler dans un documentaire. C'est la meilleure façon de garder ça pour nous, de montrer que ça se passe ailleurs. C'est comme ça. Et c'est suffisant. Durant le mois d'avril, j'ai revu un film qui était passé un peu comme ça et qui pourtant, pour moi, un des plus grands films de cette année-là. C'est Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Alors, je l'ai revu, mais d'une façon particulière. Je l'ai vu en version noir et blanc
calmez-vous, je n'ai pas une version noir et blanc de Guillermo del Toro sous la main. Je me suis juste dit, apparemment il y a une version noir et blanc qu'il prépare ou qu'il a déjà diffusée à Paris. Vas-y, je vais mettre ma télé en noir et blanc et puis je vais regarder Nightmare Alley comme ça. Et je voulais juste voir le début et finalement je me suis fait encore une fois happer par ce film qui, pour certains, comporte un gros défaut, c'est qu'il est trop long. Et moi je trouve pas, et notamment en noir et blanc, on redécouvre qu'est-ce que devait être le film à la base, puisque clairement il nous a été montré en couleur au cinéma, mais le film a été pensé, notamment dans sa photographie, vraiment comme un film noir, très contrasté et tout. Et en effet, ça fonctionne de fou. Le film prend vraiment une autre aura en mettant juste sa télé en noir et blanc. Bon, je suis quand même patient de voir la version qu'a concocté Guillermo del Toro de ce noir et blanc là, et je pense que c'est la version définitive de ce film en vérité, quoi. Après, je vais pas revenir sur Nightmare Alley, j'en avais parlé dans mon top de l'époque. C'est un très grand film où, par le prisme de cette adaptation d'un film noir des années 40, je crois, ou 40-50, Guillermo del Toro parle sans concession, un peu comme Vincent Lindon tout à l'heure, il parle sans concession vraiment de son métier, et c'est un peu l'autre face de Fabelmans de Spielberg, parce que même s'il ne parle pas directement de lui, il montre tout la noirceur qu'il y a derrière le fait de vouloir raconter des histoires aux gens, et qui plus est, avec un spectacle un peu de prestidigitation comme ça. Bref, Nightmare Alley, j'espère qu'il va être redécouvert au fur et à mesure des années parce que c'est vraiment un très grand film, même s'il a ses petits défauts de longueur à droite et à gauche, mais revoyez-le en noir et blanc comme j'ai fait. C'est une expérience quand même assez cool. 7, loneliness. 4, tell. 9, complete. I want to tell you about absolute loneliness. 8, trust. 6, negative. Autre film que j'ai revu un peu par hasard d'ailleurs, c'est vraiment une envie que j'ai eue comme ça. J'ai revu Everybody Wants Some de Richard Linklater, pur hangout movie, film où on traîne avec des gars, puisque ça raconte comment 3 jours avant le début des cours, un nouvel étudiant joueur d'équipe de baseball professionnel sur un campus américain dans les années 70-80 va faire connaissance de ses nouveaux coéquipiers et de l'environnement dans lequel il va évoluer durant toute cette année d'études. Donc il se passe pas grand chose dans ce film si ce n'est que les gens commencent à faire des liens d'amitié, il y a ce truc de fraternité à l'américaine qui se fait, la boisson, les meufs, les sorties. Mais ce qui est très fort dans ce film, et en le revoyant, ça me l'a reconfirmé, eh bien c'est que Everybody Wants Some est vraiment du pur Linklater. C'est que ce réalisateur arrive toujours à mélanger deux approches différentes d'un même genre en quelque sorte. En l'occurrence, là, on est dans le hangout movie, ou alors le coming of age, le film de je vais passer à l'âge adulte, qui est quand même le teenage movie de base à l'américaine, avec tous ces passages obligés, parce que quand on le prend dans le genre américain, c'est une succession de sketchs avec en fond en général une sorte de comédie romantique. Il y a ça donc dans Everybody Wants Some, et son pendant de l'autre côté, c'est-à-dire le film de nouvelle vague, le film du légime, le bande à part à l'européenne, des films où il se passe pas grand-chose, mais où il se passe plein de trucs, où la vie émerge en fait en dehors de l'espace de l'écran. D'ailleurs, c'est pas si anodin que Richard Linklater va arriver à Cannes avec un film sur justement la réalisation de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qu'il appelait La Nouvelle Vague. En fait, ça y est dans son cinéma depuis toujours. Cette tension entre l'approche américaine, très screwball, très je fais des sketchs, et cet espace de respiration où tu vois des gens qui discutent pendant des heures de choses profondes ou pas, et t'as juste envie de vivre avec eux, quoi. Il y avait de ça un petit peu dans American Graffiti de George Lucas, d'ailleurs, c'est pour ça que le film avait extrêmement marché à l'époque, mais chez Linklater, c'est vraiment sa marque de fabrique, et qui fait que ces films ont toujours un petit truc supplémentaire, quoi. Et aussi en le revoyant, j'ai remarqué l'obsession qu'il a aussi sur les objets et sur le passage du temps qui est très très important dans sa filmographie aussi. C'est-à-dire que souvent il va interrompre une conversation en faisant un plan sur un objet et en le mettant dans un espace qui vraiment te fait ressentir tout ce que cet objet symbolise
pour les personnages ou pour cette communauté. Bref, Everybody Wants Some, pur film de dimanche après-midi où t'as envie de passer du temps avec des gens et que c'est un peu rigolo et qu'à la fin, parce que la toute fin, c'est ça qui est très fort, te ramène un autre sentiment plus profond et nostalgique et il y a une sorte de spleen quand même dans le cinéma de Linklater. The groove and my friends are gonna try to move your feet. See, I am one to fin, and I'd like to say hello. Say hello, Finn. To the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. I gotta bang bang, a boogie to the boogie, say don't jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Et avant de vous présenter le top 5 des films que j'ai le plus apprécié durant le Grindhouse Paradise Festival, je voudrais revenir sur un classique du cinéma américain des années 50 que j'ai tardé à voir, alors qu'il était dans ma liste depuis des années, et qui s'appelle Le Grand Chantage d'Alexander McKendrick. Alexander McKendrick qui est la raison principale de pourquoi je voulais le voir, puisque c'est selon moi l'auteur, si on peut dire l'auteur, puisque c'est un livre qui reprend en fait les cours qu'il faisait au CalArts à l'époque, un bouquin qui s'appelle La fabrique de films, qui est pour moi parmi les bouquins avec Faire un film de Sidney Lumet aussi, qui explique le mieux comment apprendre la réalisation et notamment dans le cas d'Alexander McKendrick, comment tu fais une bonne narration avant tout et comment tu apprends à faire une mise en scène après un peu classique de tout ça. En tout cas, ça fait partie des bouquins qui m'ont beaucoup influencé à une certaine période de ma vie et que encore aujourd'hui j'ai en tête. Mais j'avais jamais vu de film de ce réalisateur avant tout. Et son plus grand film, en dehors du fait qu'il a été un grand professeur après, qui est considéré vraiment comme un grand classique du cinéma américain, c'est donc ce Grand Chantage, Sweet Smell of Success en version originale, qui est un meilleur titre d'ailleurs, comme souvent, et qui a un thème très particulier, puisqu'on suit un personnage qui est dans la relation presse en quelque sorte, qui est un peu impresario. C'est-à-dire qu'il est celui qui amène les sujets à un grand journaliste et qui écrit des paplards dans un journal très réputé, un éditorialiste, comme il est dit dans le film. Donc on suit un peu ce rapia là, qui va dans tous les recoins de la ville pour essayer de trouver des trucs un peu mordants, des histoires, et qui permettent donc à ce journaliste de faire et défaire un peu des réputations dans cette petite ville de New York. Qui est d'ailleurs une ville qui est montrée par la caméra d'Alexander McKendrick comme une espèce de jungle purgatoire avec ses fumées qui sortent, qui arrivent devant l'écran et tout. Et donc ce classique du cinéma américain n'a pas volé sa réputation, c'est en effet un excellent film, un petit chef-d'œuvre. Je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure des mois par rapport à ce vieux truc. Mais en effet, en 1h30, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est un film court, on se fait pas chier une seule seconde, alors qu'on est avec un sujet très spécifique qui parle de journalisme et qui traite aussi de la ville, des gens en ville. En cela, c'est un peu l'ancêtre d'une écriture à la Aaron Sorkin. Il y a beaucoup de dialogues et ça montre les petits jeux cyniques entre les humains pour des fins un peu vaines, hein, de réputation, de trahison, de choses comme ça. Donc voilà, si je pouvais vous inciter à regarder ce film que j'ai vu sur Amazon Prime, il faut le dire quand même, hein, il y a des classiques sur Amazon Prime et en bonne qualité, c'est que c'est un peu l'ancêtre de Social Network en quelque sorte. Tant voilà, ça dépeint ce monde citadin qui, à force de petites trahisons, fout un coup à l'humanité en fait. Fout un coup aux relations entre les gens. Parce que, au fond de cette histoire, il y a une histoire d'amour impossible, type Roméo et Juliette en quelque sorte, mais plongée dans le monde contemporain avec un peu tout ce qu'il y a de sale aujourd'hui, avec ce monde de la police corrompue, du journalisme qui raconte tout et n'importe quoi, qui font des espèces de nouvelles églises en quelque sorte, où les gens sont devant cet éditorialiste comme si c'était le prêcheur de la vérité. C'est sans rappeler aussi un peu Network de Sidney Lumet qui arrivera beaucoup plus tard et qui est une référence du traitement de tout ça encore aujourd'hui que ce film-là. Pourtant, je trouve qu'il a quelque chose d'assez moderne dans ce film. Une modernité d'ailleurs qui préfigure vraiment le nouvel Hollywood. Quand on se dit que c'est un film qui a été tourné dans les années 50, qui est sorti en 57 je crois, on pourrait croire que c'est plutôt un film qui date de la fin des années 60, tellement il y a un scénario assez sophistiqué et qui ne donne pas de happy end. D'ailleurs la fin est très abrupte pour éviter à ce qu'on ait une espèce de décompression en disant ah bon ils s'en sortent quand même, enfin c'est pas ça qui se passe à la fin, je vous spoil rien, mais en gros ah ok, non il y a une conclusion un peu douce amère qui rappelle aussi un petit peu ce qui va se passer plus tard dans le nouvel Hollywood. Il y a un désenchantement du monde dépeint là-dedans,
en plus d'avoir donc du coup ce scénario très sophistiqué, puisque comme je vous ai dit, on pourrait y voir l'ancêtre de l'écriture d'Aaron Sorkin, et que Alexander McKendrick adapte à sa réalisation qui est excellente. Donc quand on voit ses cours, ben là il y a l'application de qu'est-ce qu'il dit dans ses cours, qui est donc une réalisation très intelligente qui place justement, parce que je parlais de Roméo et Juliette, ce truc sophistiqué dans quelque chose de plus shakespearien. Shakespearien, et aussi dans la référence qu'il prend pour ses cours, qui est le troisième homme de Carol Reed. J'ai l'impression de parler tout le temps du troisième homme dans mes vidéos, c'est un peu bizarre, il faudrait que je le revoie je pense. Puisque le grand chantage fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on suit un personnage principal un peu cynique par rapport à la réalité, qui est en quête d'un truc en particulier, et qui est toujours sous la coupe de quelqu'un qui n'est pas là, et qui a une influence sur tous les groupes de personnages qu'il va visiter comme une puce, comme ça, dans une géographie. Il y a vraiment ça dans le grand chantage, on suit Tony Curtis qui va d'endroit en endroit, va récolter des informations à droite, à gauche et tout ça, pour le compte de quelqu'un qu'on ne voit que tardivement, et bon, pas aussi tardivement qu'Orson Welles dans le troisième homme, mais quand même, et qui a une espèce d'aura comme ça, où il a un pouvoir sur tout le monde, quoi. Bref, c'est très intelligent, c'est super à suivre. Et voilà, j'ai oublié de parler de la photo en noir et blanc, avec donc du coup, comme j'ai dit, cet aspect un peu purgatoire, jungle, truc qui suinte quoi, à New York, qui pareil, n'était pas si présent en dehors du film noir, hein, bien évidemment, dans ces années-là, dans le cinéma classique américain. Et la musique de Bernstein derrière aussi, qui est pleine de jazz crasseux comme ça, avec des sax et tout. Vraiment des choix qui diffère un peu de comment aurait été traité ce type de sujet à l'époque, et qui marche encore aujourd'hui, je trouve. Donc voilà, je ne saurais que conseiller, si vous voulez regarder un vieux film américain des années 50 qui est pas trop long et qui a vraiment une influence sur tout plein de courants après dans le cinéma américain, comme je vous dis, ça préfigure le nouvel Hollywood. Le Grand Chantage, c'est indispensable, c'est un excellent film. Oui, parce que bon, j'ai pas vraiment pitché le film, mais on suit vraiment la dégringolade de plusieurs personnages par le simple ambition du succès, quoi. Et de la reconnaissance. Cette saloperie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, cliquez sur j'aime si vous aimez cette vidéo, et puis voilà, partagez-le avec vos copains, partagez partout cette vidéo. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'être reconnu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi. I love this dirty town. Et on passe au Grindhouse Paradise Festival, donc festival de films fantastiques, d'horreur, de films un peu à la marge, un peu introuvables même parfois par la suite, qui cette année, selon moi, a été un très très bon cru, même si ça s'est un peu écarté du côté un peu marginal qu'il peut y avoir dans des films, en faisant plus la part à des films qu'on pourrait catégoriser d'auteurs, mais bon, c'est comme ça aussi, c'est la tendance vers laquelle vont aussi les séries B et les films de genre. Édition 2025 qui a marqué aussi l'arrivée des courts-métrages durant une journée où il y a eu une sélection de courts-métrages, qui est le festival de courts-métrages de genre qu'il y a à Rennes, qui sont venus exprès avec une sélection de plusieurs courts-métrages, et ça a été hyper cool, on a pu voter pour notre préféré, donc ça c'était cool. Et donc sur les quelques 25 films qui ont été présentés durant le festival, j'en ai vu 12, j'ai pas pu tout voir, mais c'est déjà quand même pas mal. Et sur ces 12, j'en ai retenu 5 qui vont sûrement sortir au cinéma, ou qui sont déjà sortis aussi en VOD, mais qui ont été présentés un peu en avant-première durant ce festival. Donc 5 films vraiment que je vous incite à voir, notamment des films qui vont peut-être faire partie de mon top en fin d'année. Et donc en 5e position, il y a The Ugly Stepsisters, qui était le film d'ouverture du festival, et autant vous dire que vraiment c'est un des meilleurs films que j'ai vu durant toute cette ride de Grindhouse. C'est un premier film, c'est un film suédois, je crois, réalisé par, je vais essayer de dire le nom de chacun réalisateur et réalisatrice. Donc là, c'est Emily Christine Blichfeldt, et qui donc est un film à concept au départ, puisque c'est une relecture de Cendrillon par le prisme de la demi-sœur moche et méchante, vous voyez, qui essaye de remporter les faveurs du prince durant ce bal, et qui se fait avoir par l'arrivée de Cendrillon au dernier moment, et qu'il y a cette histoire avec la pantoufle et tout ça. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Emily Christine Blichfeldt reprend le conte de Grimm à son origine, avec tout le côté gore qu'il y a déjà en fait dans le conte, et tout le côté amoral, très trash en fait qu'il y a autour de ça, en prenant du coup le point de vue d'une des méchantes en fait.
de l'histoire. Pour un premier film, c'est un super choix parce qu'il y a déjà une structure qui fonctionne. Je veux dire, on parle encore de cette histoire de Cendrillon encore aujourd'hui. C'est devenu plus qu'un classique, c'est devenu une mythologie moderne en quelque sorte. Et d'en montrer ce versant-là permet d'aborder le body horror, qui est un genre hyper à la mode ces derniers temps, notamment par l'effet grossissant du succès de The Substance. Film qui pourrait s'apparenter d'ailleurs à The Ugly Stepsisters ou à l'inverse. Car en effet, le personnage principal, pour essayer de convenir au canon de l'époque et à essayer de décrocher la timbale en ayant les faveurs de ce prince, va se torturer totalement la gueule, le corps, et donc ça nous offre des scènes assez dégueulasses et qui font vraiment mal, parce que je trouve que par rapport à The Substance, si on devrait faire un parallèle, la démarche de cette réalisatrice est beaucoup plus honnête, ou du moins beaucoup plus incisive que celle de Coralie Farja, parce qu'elle en fait elle y intègre aussi ce rapport de classe, et pas juste de classe économique, quoique ça y est vraiment, hein. On t'explique que c'est pour se sortir de la merde aussi qu'elle essaye de convenir et d'avoir les faveurs de quelqu'un de plus riche et plus beau, mais aussi de classe de genre en quelque sorte, de montrer que sans... En tout cas à l'époque, dans cette époque-là, est-ce que ça a vraiment beaucoup changé? Je sais pas. Ne pas être la femme d'un homme riche te met automatiquement presque dans la classe basse de la société. Et donc du coup, il faut s'en sortir par tous les moyens. Et donc du coup, t'es un peu victime de ton genre. Et ça, j'ai trouvé ça pour un premier film assez bien maturé. Et que ça prend vraiment sa place de manière divertissante à l'intérieur de ce récit. En tout cas, je vous incite à aller le voir parce qu'il va sortir en salle ou en VOD, je sais pas, mais c'est un super film, vraiment. Bravo pour ce film d'ouverture qui a tenu toutes ses promesses. D'ailleurs, durant la même soirée, juste après le film d'ouverture, on a eu un deuxième film qui est à la 4e position dans mes films préférés, qui est The Rule of Jenny Penn, qui je crois est déjà sorti en VOD actuellement. Film qui raconte comment un juge a été victime d'une rupture d'anévrisme durant un de ses jugements et qui se voit contraint, forcé d'aller passer quelques jours, voire peut-être la fin de sa vie dans un EHPAD en Nouvelle-Zélande, parce que le film se passe en Nouvelle-Zélande, c'est un réalisateur néo-zélandais d'ailleurs, qui s'appelle, j'avais dit, je dis tous les réalisateurs, qui s'appelle James Ashcroft, je crois que c'est ça. Et donc, on suit comment cet homme extrêmement intelligent, un peu aigri de l'humanité à force de faire des jugements de gens qui ont fait des horreurs sur d'autres gens, essaye de survivre au sein de cet hospice de vieux, et surtout de survivre à ce Dave Crowley, j'ai retenu le nom, interprété par John Lithgow, j'y reviendrai plus tard, qui fait partie un peu de la catégorie des fous dans cet hospice, puisqu'il se balade toute la journée avec une tête de poupon à la place de sa main, qu'il appelle Jenny Penn, et qui martyrise tout simplement tous les gens de cet hospice. Il fait sa loi, et donc ce juge va se sentir investi d'une mission, c'est d'arrêter ce système que ne veut pas voir justement le système pénitentiaire, j'allais dire, le système médical de cet hospice. Donc s'il y a un argument pour moi qui m'a fait aller à la séance et que j'ai pris un plaisir énorme, je sais pas, j'ai un truc très pervers, bizarre avec cet acteur, mais c'est John Lithgow qui est extraordinaire dans ce film. Je crois qu'il a plus de 80 ans, cet acteur, et il est toujours en train de faire des rôles mais fucked up, mais incroyables. Il s'en donne à cœur joie, entre guillemets, dans ce film, en étant cette espèce de petit vieux qui emmerde tous les autres petits vieux, et de manière sale. Il est méchant, il est très très méchant. Moi j'avais paradoxalement un plaisir énorme à regarder martyriser tout ce monde-là. Mais pour d'autres ça peut être très très effrayant. D'ailleurs, c'est un film qui, par le biais de cette histoire très bien menée d'ailleurs, permet de mettre en exergue une problématique très actuelle et de qu'est-ce qu'on fait de nos vieux, de qu'est-ce que c'est qu'un hospice de vieux, un EHPAD comme ça. J'ai trouvé ça très subtil, très bien fait, et on passe un excellent moment. D'ailleurs, Stephen King a fait des éloges sur ce film-là, et c'est pas pour rien parce qu'il y a un côté très Stephen King là-dedans. Bref, regardez ce film-là, si vous êtes amoureux comme moi de John Lithgow, c'est vraiment la fête, mais c'est aussi un excellent film qui a une très bonne histoire. Et une réalisation qui, pour un premier film, est vraiment très subtil et se pervertit au fur et à mesure avec des idées de montage, des idées de composition de plans qui vraiment font leur effet. À la 3e position des films que j'ai le plus aimé durant ce festival, il y a The Assessment qui a eu le prix du public, le grand prix du public, et c'est mérité, c'est un très bon film.
Premier film aussi d'une Française qui s'appelle Fleur Fortuné, qui était présente d'ailleurs pour faire un petit question-réponse à la fin et qui a permis de mettre en lumière des choses qu'on pouvait soupçonner et qui du coup ont été confirmées. C'est un film de science-fiction qu'on pourrait dire minimaliste, dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment, qui raconte comment dans un futur plus ou moins proche, un couple de scientifiques, l'un qui est dans la recherche dans le virtuel, l'autre qui est dans la recherche de l'agronomie en quelque sorte, qui essaye de faire pousser des choses malgré tout, vont faire la demande dans l'état un peu fasciste, on peut le dire, qu'il y a dans ce futur proche, qui font la demande pour devenir parents. Pour donner un peu plus de contexte, on est dans une perspective où l'effondrement dû au réchauffement climatique, au changement climatique a eu lieu, et donc du coup il y a certaines personnes de la population, en général ceux qui sont les plus productifs, ceux qui ont le plus de valeur, soi-disant, qui vont habiter sous des dômes qui permettent de réguler la chaleur et le climat pour bien respirer, mais aussi qu'il y a de l'eau potable, etc. Alors que t'as l'autre partie de la population qui est en train de crever la gueule ouverte dans ce monde qui n'est plus habitable, qui est notre Terre. Et donc dans ce contexte-là, il y a une espèce d'État qui autorise ou pas les gens à avoir des enfants. Et donc la manière dont c'est procédé, c'est vachement mieux raconté dans le film, hein. Je suis désolé si je brouille un peu les choses. Et la manière dont la décision est prise de oui ou non ces deux personnes peuvent avoir un enfant, c'est notamment par le biais d'un assessment, une espèce de contrôleuse de parentalité, c'est comme une contrôleuse des impôts, et c'est là le récit du film, qui vient pendant une semaine voir un peu si ces deux personnes peuvent être aptes à accueillir un nouveau-né chez eux, puisqu'on est aussi dans un futur où les enfants sont faits hors des corps, quoi, entre guillemets. Bref, rien qu'en disant un petit peu le pitch, vous voyez tous les thèmes qui sont abordés et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien amené. Tous les choix qui ont été faits par cette réalisatrice sont pertinentes, marche à fond, puisque elle échappe à trop en montrer, trop expliquer, pour laisser justement le spectateur se faire une idée de ce monde du futur, etc. Et c'est toujours très fort d'arriver à faire un film de science-fiction par une petite porte comme ça, avec une spécificité de cet univers-là, pour dépeindre tout un questionnement, c'est ça qui est fort dans les bonnes œuvres de science-fiction, tout un questionnement qui résonne actuellement, quoi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que du coup, je vous disais, elle était là après la séance, et que certains ont posé la question de ses références, en parlant notamment d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ou d'autres références comme ça d'eugénisme, quoi, dans la science-fiction. Et elle a dit qu'en effet, ils se sont penchés sur ça, mais que elle était plus proche de, par exemple, Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Et en effet, c'est ça qui se passe dans ce film. C'est-à-dire que pour certains, je pense que c'est un film qui peut vous plaire si vous avez aimé, par exemple, The Lobster de Lanthimos, ou même là, du coup, Severance, puisque en dépeignant tout ce truc de science-fiction qui est donc hyper carré, hyper respectueux du genre, est en fait un concept pour faire cohabiter le profane et le sacré, en quelque sorte, la chose et son contraire, et challenger le public sur sa morale, son éthique. Et en effet, en creux, à la manière de Buñuel, ça se fout un peu de la gueule aussi des bobos, en quelque sorte. Il y a toute une séquence, notamment de dîner, qui est assez hallucinante, parce que putain, ça joue de ouf aussi dans ce film. Bref, voilà, c'est un super film. Je vous incite à le voir, s'il sort en salle, je crois qu'il va sortir en salle, parce que, voilà, rare de voir des films originaux comme ça, avec un thème qui titille un peu comme ça, qui titille chacun d'entre nous. Et en deuxième position des films que j'ai le plus apprécié durant ce festival, il y a The King Tide de Christian Sparks. Alors, un film qui n'est pas sorti encore en France, je crois, mais qui date de l'année dernière. Je sais pas s'il est pas trouvable d'ailleurs en VOD et tout, et qui est une vraie petite pépite que je ne connaissais pas, que je connaissais pas l'existence et tout. Alors que ce réalisateur a apparemment fait d'autres films avant, et d'autres films qui ont été notamment vus dans d'autres festivals, qui ont été reconnus dans d'autres festivals. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y a quelque chose dans ce King Tide qui est hyper bien tenu. C'est-à-dire que c'est un film qui est purement un film de mythe, de mythologie, qui peut faire penser à du Shyamalan. Si vous êtes fan, si vous adorez par exemple Le Village de Shyamalan, parce que ça ressemble au Village de Shyamalan, foncez voir ce film, c'est vraiment une des rares altérations alternatives d'autres films qu'on peut voir si on aime ce genre de cinéma. Puisque je vais essayer de rien spoiler, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce film. Le film raconte comment une communauté lacustre qui vit donc sur une
petite île au milieu de nulle part. On ne sait pas trop où ça se passe. Je crois que ça se passe vers Terre-Neuve, un truc comme ça. Vit en totale autarcie et donc ne survivent que par notamment leur pêche de tous les jours, et qui un jour sauve, en tout cas découvre un bébé qui s'est échoué comme ça sur leur rivage et qui va avoir des pouvoirs un peu spéciaux, on va dire, dans la communauté, qui va même d'ailleurs du coup conditionner complètement le fonctionnement de ce village et de leur travail. Voilà, je fais très très large parce que c'est révélé très rapidement quel est le pouvoir de cette gamine, et c'est ça qui est intéressant après, c'est que du coup l'écriture de chacun des personnages, de leurs relations entre eux, de comment fonctionne cette communauté. On plonge aussi un petit peu dans le folk horror, puisqu'on voit aussi leurs croyances et comment ils organisent, comment dire, leur dévouement à cette croyance. Tout ça, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien mené. On suit petit à petit comment on découvre le fonctionnement et ce que ça révèle, un peu comme The Assessment tout à l'heure, ce que ça révèle de la nature humaine, des dilemmes moraux qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. Et ce qui est hyper agréable, c'est que du coup, comme on est avec un réalisateur un peu plus chevronné, la réalisation est parfaite, la mise en scène, la photo, les cadres sont extrêmement maîtrisés, parfois un peu trop classiques, mais qui dit classique veut dire aussi classieux. On est là dans un truc qui n'a pas coûté beaucoup d'argent, mais pourtant, juste par cette maîtrise-là, on a l'impression que ça pourrait aller plus loin dans ce qu'on voit à l'écran. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais. Chaque comédien est excellentissime. D'ailleurs, il y a cette actrice-là que tout le long, je me demandais, mais c'est qui ben, c'est la mère de Rose dans Titanic, qui est une actrice qu'on ne voit pas assez, mais qui est pourtant très marquante comme ça. Et voilà, comment je peux vous en parler sans trop dévoiler, c'est de dire, voilà, si vous aimez donc ces ambiances-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui faisait autant appel à l'écriture mythologique. Ce film pourrait être une fable, pourrait être un bouquin, tant chaque personnage est très bien écrit et le déroulement explique quelque chose de notre actualité, puisque au fond, un peu comme on parle à The Assessment, mais pas autant que dans ce film-là, ça parle d'écologie, ça parle de qu'est-ce qu'on fait de nos ressources et du progrès technologique et tout ça. Vraiment petite révélation que ce film, que j'ai très envie de revoir et notamment de le partager à tout le monde. Voilà, j'ai trouvé génial King Tide. Et enfin, mon film préféré durant ce festival Grindhouse Paradise, c'est A Different Man de Aaron Scheinberg, que j'avais jamais vu un seul film de lui, mais bon, je vais m'empresser d'aller voir aussi tout ce qu'il a fait avant. Un film qui pourrait être catégorisé un peu plus d'auteur, qui était donc plutôt la couleur de cette cuvée 2025, mais qui a quand même ces petits éléments de genre à l'intérieur, et notamment le côté fable, qui met du temps un peu à se dévoiler, mais qui dès le début quand même montre qu'on est dans ce type de truc qui était un espèce de conte moderne un peu bizarre, où on suit comment un acteur doté d'une différence physique, c'est-à-dire qu'il est atteint de la même maladie que la maladie de Elephant Man, je sais plus le terme exactement, qui lui donne une déformation de visage assez impressionnante, comment ce wannabe acteur va du jour au lendemain, en quelque sorte, avoir la possibilité de retrouver son vrai visage. C'est là où il y a l'élément un peu conte là-dedans. C'est qu'en gros, avec une pilule magique, il va retrouver ce que devrait être son vrai visage. Et son vrai visage, c'est ce beau gosse de Sébastien Stan, ce beau gosse quand il ne fait pas Trump au cinéma. Et donc du coup, sa vie change du jour au lendemain, en quelque sorte. Et je vais pas aller plus loin, il y a plein d'autres choses dans le film, et avant et après. Il y a notamment un personnage campé par Renate Rimsvee, je sais pas si je le dis bien, si je le prononce bien, qui était donc Julie, la Julie de Julie en 12 chapitres, excellent film, voilà, que j'aime beaucoup, qui fait sa voisine, il y a tout un truc de théâtre, donc c'est un film qui est une fable moderne par rapport à la différence, par rapport à la place dans la société des gens différents, soi-disant. On est beaucoup sur ce thème-là, finalement, dans le festival, sur la place de la marginalité au sein de nos communautés, de la ville, de la société. Et c'est aussi un film extrêmement méta, c'est-à-dire qu'il y a dans le film ce rapport à l'acteur différent qui veut jouer des rôles normaux, mais on le prend toujours pour ce qu'il renvoie visuellement, et aussi une pièce de théâtre à l'intérieur qui est une pièce de théâtre qui raconte ce qui se passe dans l'histoire du film. Bref. Donc tout ça, cet aspect méta, cet aspect un peu fable déglingué, avec des gens un peu bizarres et tout, dans une ville, avec un peu du grain, de la caméra au point, un peu comme ça, ben ça m'a fait penser beaucoup à l'écriture de Charlie Kaufman et ce qu'en avait fait Spike Jonze dans les deux films qu'il a fait avec lui,
qui sont dans la peau de John Malkovich et Adaptation, qui sont pour moi des films assez importants. J'ai retrouvé cette vibe-là dans A Different Man sur un sujet très particulier qui est donc ce sujet de la différence au sens large. Et en cela, c'est un scénario très malin, très sophistiqué, qui a ses parts de moments très marrants et de moments très gênants aussi. C'est pour ça que je pensais à Charlie Kaufman, très fucked up dans l'idée. Et du coup, de bout en bout, c'est d'une maîtrise formelle et scénaristique assez démentielle, ce film. Après, c'est pas un film de genre dans les grands codes du genre, mais ça avait sa place, bon, c'était pas en compétition d'ailleurs, mais ça avait sa place dans le sens, voilà, fable moderne et film méta chelou, un peu sur ce qu'est le cinéma, ce qu'est la représentation. Bon, après, j'ai peut-être pas assez de recul pour bien vous en parler, mais sachez que voilà, c'est vraiment à ne pas rater quand ça va sortir au cinéma. Là, c'est vraiment un des grands films de cette année, vraiment assez génial, quoi. Ah oui, et avant de conclure, j'aimerais mentionner quand même 2-3 autres choses qui étaient durant ce festival et qui sont des bonnes recommandations si vous le voyez passer. D'abord, il y a les courts-métrages, hein. J'en ai retenu 2 qui étaient vraiment super maîtrisés et hyper cool. Vous chercherez qui c'est qui a réalisé ça, c'est Prends Cher, qui est un film d'animation français autour d'un monstre dans une ville et tout ça, c'est trop bien. Et Fermenting Woman, qui suit une chef qui est mise sur la sellette et qui fait des trucs fermentés. D'ailleurs, je crois que c'est les 2 films qui ont été primés durant le court-métrage à Rennes. Donc c'est 2 courts-métrages super. Et ensuite, dans les autres films, il y a deux trucs que j'ai retenus. C'est d'abord Azrael, qui est un film anglais de survival dans les bois, dans un truc où on est dans un futur proche, où c'est l'apocalypse, et les gens y parlent plus et tout. C'est assez génial, c'est un petit film de genre très efficace et qui est très bien fait. Vraiment, je suis impatient de voir qu'est-ce que va faire ces gens-là après. Et puis, le truc un peu étrange du festival qui était Chainsaw Were Singing, qui est un film estonien qui a été réalisé pendant 2 mois, mais qui a mis 10 ans à se finaliser, puisque ça a été fait de manière totalement amateur, où c'est une sorte de film à la Bad Taste, à la Branded, des films qu'on ne voit plus aujourd'hui, très gore, très amateur, et en même temps une comédie musicale estonienne au milieu. C'est pas tout le temps bien, je me suis un peu emmerdé à des moments, mais alors la proposition est tout simplement réjouissante, quoi, de voir ça, de voir un film de sale gosse comme ça. Il y a des petits trucs à picorer. Il dirait vraiment le film que tu rêves de faire quand t'as 13 ans, quoi. Et rien que pour ça, c'est très réjouissant. Voilà, donc Prends Cher, Fermenting Woman dans les courts-métrages, Azrael et Chainsaw Were Singing dans les autres films qui étaient dans ce festival et qui ont retenu mon attention. Et voilà, enfin, la fin de cette vidéo. Alors, je sais pas si elle sera entière ou en 2 parties parce qu'elle a été vraiment très longue à tourner. J'espère que vous avez assez de temps dans vos journées pour pouvoir regarder les recommandations que je vous ai faites. Sinon, j'espère que ça vous a plu, que mes petites critiques, avis vont éclairer le vôtre ou va créer la discussion dans l'espace commentaire en bas ou sur le Discord, hein, je continue à le dire quand même, on sait jamais. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like dessous la vidéo, c'est très important pour des créateurs comme moi sur cette plateforme qui ne font pas énormément de vues. Ça permet d'être un peu plus propagé et que les gens qui savaient pas, qui cherchaient ça, me trouvent. Parce que bon, on est quand même beaucoup à faire du contenu comme ça, mais je pense être le seul à le faire de cette façon. On se retrouve le mois prochain pour faire le bilan de ce mois en cours. Et puis sur ce, je vous dis ciao Internet.